Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce samedi 30 juillet. Le 5e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a accouché de 13 accords. Les présidents des deux pays se sont félicités de la redynamisation des relations bilatérales. Notre invité est le ministre en charge des Affaires étrangères. Avec Alpha Barry, il sera question des grandes conclusions de cette 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération qui a pris fin hier à Yamoussoukro. Comme un phénix, le cappuccino veut renaître de ses cendres. Les travaux de rénovation du café ont été lancés ce matin. Objectif, rouvrir les portes le 15 janvier 2017, un an jour pour jour après les attaques terroristes. La campagne nationale de reboisement 2016 a été lancée ce matin à Kaya avec en toile de fond le reverdissement du territoire national et la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. 8 millions de plants seront mis en terre. Et puis, il a été le premier à atteindre le sommet du pic. Le Kenyan Francis Kipto a remporté ce matin à Pau la 8e édition de Altitude Naouri, 1h19 minutes et 9 secondes. C'est le temps mis par le vainqueur pour dompter le pic et les 21 km de course. La 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est achevée hier à Yamoussoukro. Le rendez-vous entre les deux exécutifs a permis de relancer la coopération bilatérale. 13 accords ont été signés. Le point de la cérémonie de signature de ces accords avec Mokhtar Ouedraogo et Nyarkiteda. Paris tenu pour la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Tous les grands projets structurants, notamment dans le secteur du transport et de l'énergie, ont été évalués et les accords déjà signés dans divers domaines de coopération revisités. La tenue de cette session est un moment important dans le renforcement de l'axe Ouagadougou-Abidjan. Cette coopération, nous la voulons dynamique, fertile et soucieuse des intérêts de nos peuples respectifs. J'ai la ferme conviction qu'au sortir de cette rencontre, l'impulsion que nous venons de donner à notre partenariat sera maintenue et se renforcera davantage. Les engagements dont il est question portent sur la signature de nouveaux accords de coopération. 12 au total au plan bilatéral, plus un accord tripartite incluant Sitaraï et relatif à la fluidité du transport ferroviaire. S'agissant des 12 accords bilatéraux, ils touchent à la facilitation du commerce, du transport et du transit sur le corridor Abidjan-Ouagadougou. D'autres domaines de coopération, comme l'enseignement technique et la formation professionnelle, la culture et le tourisme, la traite transfrontalière des enfants, ont également fait l'objet d'accords. Des engagements ont aussi été pris dans le domaine de la recherche scientifique et agronomique. Je me félicite de notre détermination à traduire en actes les projets d'intégration en cours, dont l'un des objectifs est de doter nos pays d'importantes infrastructures de base. Il nous faut donc intensifier et accélérer les actions pour la mise en œuvre et l'achèvement des projets dont la réalisation est très attendue de nos populations. La conférence est achevée avec ses engagements renouvelés de bâtir ensemble une communauté de destin plus forte et plus prospère. Et rendez-vous est pris pour le 6e TAC en juillet 2017 à Ouagadougou. Voilà, c'était plutôt un reportage de Jérémy Sié Koulibaly sur les principales conclusions de ce sommet. On revient sur le reportage de Nyarkiteda sur la cérémonie de signature de ces accords. Par cette signature, Alpha Barry, ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina, et son homologue ivoirien mettent en route l'accord de facilitation des activités de la Chambre de commerce du Burkina en Côte d'Ivoire. C'est l'une des avancées de la 5e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération TAC. Le texte, qui était en souffrance depuis 5 ans, est favorablement accueilli par la communauté des hommes d'affaires burkinabés. Vous savez que ce n'est pas facile pour un opérateur économique d'être entre les deux pays.
Mais s'il y a la confiance et vraiment il y a l'assurance, ça te pousse vraiment sur toutes les lignes à avoir vraiment des opportunités et encore à avoir vraiment la confiance, surtout les patriotes burkinabés qui vivent au Burkina. Donc vraiment on est très ravis. Le sommet des chefs d'État s'est aussi apaisanti sur les questions foncières. Ivoiriens et burkinabés s'accordent sur l'évacuation du Mont Péco et de toutes les aires protégées illégalement occupées notamment par des migrants burkinabés. Nous demandons toujours au gouvernement de permettre à ce que vraiment les gens puissent vraiment être évacués de manière pacifique et que vraiment il n'y ait pas vraiment d'action qui pourra amener nos deux peuples encore à avoir des regrets. La dynamique d'ITAC plaide pour la mise en place d'un comité de coordination et de suivi post-évacuation. Il aura en charge l'évaluation des besoins des personnes déguerpies. Et puis la Côte d'Ivoire a décidé d'augmenter de 10 MW la fourniture d'électricité au Burkina Faso. Un accord de principe pour la participation de la Sonabi à hauteur de 10% au capital de la société de pipeline a été trouvé. Mais le principal défi auquel les deux pays sont confrontés est celui du financement de l'ensemble de ces projets. Le point avec Gérard Sommet et Jérémy Koulibaly. 2000 milliards de francs CFA. C'est le coût du projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Une partie du financement est déjà obtenue et exhortation est faite aux États de poursuivre la recherche d'autres financements. Ce que nous sommes engagés à faire, c'est de faire en sorte que d'ici le prochain sommet, tous les tronçons aient bénéficié d'études correctes qui nous permettent donc de mobiliser les ressources. Mais déjà, nous avons quelques financements identifiés et nous allons commencer les négociations, même si les études techniques ne sont pas encore achevées. Pour ce qui est du projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, les négociations sont en cours avec le groupe Bolloré et Pan-African Mineral. L'ensemble du projet ferroviaire est de 400 millions d'euros et donc il y a 130 millions qui vont être investis dans les 2 années à venir et le reste, 270 millions, vont être investis sur 4 ans, les 4 années suivantes, après les 2 premières années. Il ressort du communiqué conjoint que le Burkina bénéficiera de 10 MW supplémentaires d'électricité fournis par la Côte d'Ivoire. Et l'État burkinabé prendra part à hauteur de 10% au capital de la société de pipeline destinée à assurer son approvisionnement en hydrocarbures. Sur les mandats d'arrêt objet de la récente brouille entre les deux pays, la page semble définitivement tournée. C'est une affaire qui concerne la justice et ce que nous notons, c'est qu'il y a eu quand même des problèmes entre les deux pays et nous avons décidé de régler diplomatiquement les conséquences nées de cette affaire. Et c'est ça qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc on n'a pas décidé de régler l'affaire elle-même diplomatiquement. Je pense que la précision est importante. Nous nous félicitons de ce que la situation se soit totalement normalisée entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. La tenue de cette session du TAC est l'indicateur le plus éloquent de ce que nous sommes ensemble. Vous avez vu ici les ambitions qu'affiche le communiqué final et les chefs d'État sont déterminés à aller de l'avant. Aller de l'avant comme un leitmotiv, maintes fois réaffirmé à l'occasion de ce TAC. La finalité étant l'approfondissement des liens séculaires entre Ivoiriens et Burkinabés. Comme annoncé dans les titres, notre invité est Alpha Barry, le ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, directement, est-ce qu'on peut dire qu'avec la tenue de ce TAC, il n'y a plus donc de bruit politique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Oui, absolument, il n'y a plus de bruit. Je dois dire que le TAC en lui-même, c'est comme une sorte de grande commission mixte qui se tient entre des pays amis et partenaires. À la différence qu'ici, ça se passe dans le cadre d'un traité d'amitié et c'est quelque chose d'assez fort. Il faut qu'on comprenne une chose, c'est que le dernier recensement qui a été effectué en Côte d'Ivoire note qu'il y a 3 700 000 Burkinabés en Côte d'Ivoire. Peut-être les chiffres sont un peu plus. Donc, dans un pays où vous avez près de 4 millions
de personnes, 4 millions de vos ressortissants. Vous ne pouvez pas traiter ces pays comme n'importe quel pays, donc vous ne pouvez pas avoir une relation quelconque avec ce pays. De même, un pays, je parle de la Côte d'Ivoire, où vous avez 4 millions, vous avez un pays voisin avec qui vous avez 4 millions de ressortissants de ce pays-là chez vous, sur votre territoire, vous ne pouvez pas avoir une relation quelconque aussi avec ce pays. Donc, que ce soit pour la Côte d'Ivoire comme pour le Burkina, nous ne pouvons pas avoir des relations quelconques. Et c'est ça qui fonde les avancées que nous avons voulu avoir dans le traitement de ces derniers moments. Et on est arrivé à ce traité d'amitié. Donc il n'y a plus de brouille entre nous. Nous avons voulu avancer au regard des enjeux qui sont en cours. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait d'autres problèmes quand on sait que le dossier Thomas Sankara doit être jugé avant la fin de l'année, selon le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Ouagadougou. Alors, l'ancien président Blaise Compaoré réside en Côte d'Ivoire. Est-ce que tout cela ne peut pas un jour remettre les problèmes au bout du jour? Non, vous savez, il y a de part et d'autre, il s'agit de deux pays souverains. Mais on a un traité d'amitié qui fait que on cherche à se comprendre sur certaines questions, à régler certaines questions dans le cadre de l'amitié. Ce sont les questions économiques, peut-être qu'on en viendra, mais il reste que chaque pays est souverain de son côté. Autant nous on est souverain, autant la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Donc nous pouvons demander quelque chose avec la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est libre de dire non au regard de sa souveraineté. De même que la Côte d'Ivoire peut nous demander quelque chose et nous allons dire non au nom de notre souveraineté. Et c'est ce qui a prévalu lors des discussions, même si les discussions se passent dans la cordialité, mais c'était dossier sur dossier. Donc vous avez le Premier ministre d'un camp d'un côté, le Premier ministre Paul Kaba-Tcheba de l'autre. Donc sur chaque dossier, on demande est-ce que vous êtes d'accord. Paul Kaba-Tcheba dit oui, sur ça je suis d'accord, mais sur ça je ne suis pas d'accord. Et on essaie d'avancer. C'est pour réaffirmer la souveraineté de chacun des pays, malgré le fait qu'on se retrouve de cette manière. Il y en a qui pensent qu'on va pour accepter beaucoup de choses ou toutes les choses. Donc, je ne crois pas que ça puisse créer une situation particulière. Je ne vois pas, à moins que vous précisez bien votre question. D'accord. Alors, on va revenir sur le TAC. Il y a donc beaucoup de projets en commun entre les deux pays. Il y a l'autoroute, il y a le pipeline, il y a la réhabilitation du chemin de fer. Ce que les gens veulent comprendre, quand est-ce que tous ces projets seront concrètement réalisés sur le terrain? Bon, déjà, il faut se féliciter de l'accord de facilitation que nous avons réussi à signer pour la Chambre de commerce du Burkina, qui aura des facilités au niveau du port d'Abidjan notamment. Et ça, c'est important. Nous avons bien avancé sur la question de l'électricité. C'est vrai, c'est quelque chose qui était déjà discuté. C'est quelque chose qu'on avait déjà réussi à le réaliser cette année. On était passé entre 70 à 80 mégawatts qui ont été fournis par la Côte d'Ivoire. Et ça, ce sont des négociations informelles que nous avons eues. Mais nous avons consolidé cela à travers cette dernière session du TAC. Et pour ce qui est de l'autoroute, qui est un grand projet, c'est 2000 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais nous avons avancé sur une chose, c'est que ces 2000 milliards, nous avons décidé de les rechercher ensemble. C'est-à-dire que le Burkina ne discute pas d'un côté, la Côte d'Ivoire de l'autre, même si chacun a son espace, son territoire, ses kilomètres à faire. Nous avons décidé de mener des missions conjointes envers les bailleurs de fonds et les partenaires. Et ça, c'est quelque chose d'important et ça peut nous faire beaucoup avancer. Et puis, il y a le chemin de fer que nous avons en commun. Sur ça aussi, vous avez vu dans le reportage la convention tripartite qui a été signée entre les deux pays et avec Bolloré. Et il faut dire que sur ce chemin de fer, il y avait des blocages parce qu'on avait une convention avec Bolloré qui s'était engagé à investir 400 millions d'euros sur 5 ans. Et après, il y avait une sorte de remise en cause. Et donc, c'est ce qui avait fait qu'il y avait des discussions. Donc, on a convenu qu'il y a 130 millions qui vont être investis sur les 2 années à venir. Et ça, c'est du concret parce que 130 millions, c'est de l'investissement direct, mais
c'est aussi beaucoup d'effets induits sur l'économie de chacun de nos pays. Et si ces rails-là sont réhabilités, c'est aussi beaucoup d'acquis, puisque en matière de transport, on réduit les distances, les choses vont aller plus vite, le train va circuler plus facilement entre Abidjan et Ouagadougou. Et puis, les 270 millions vont être investis sur les 4 années suivantes. Donc, il y a des choses concrètes. Et puis, on a convenu de mettre rapidement en place un fonds pour la jeunesse. C'est un fonds qui va permettre de mener des activités créatrices d'emploi pour les jeunes. Et nous avons décidé d'ajouter les femmes aussi à ce fonds. Donc, on met en place un fonds qui va servir aux femmes et aux jeunes. Donc, il y a des avancées majeures qui sont immédiates et concrètes dans les travaux à l'issue des travaux que nous avons eus. Il y a la question du Mont Péco également qui a été discutée lors de ces rencontres. Oui, bien sûr, il y a le Mont Péco. Le Mont Péco, je dois dire une fois de plus, vous savez, c'est une question de souveraineté. D'abord, c'est une question de réglementation. Vous le savez bien, c'est une forêt classée. Et une forêt classée, même au Burkina ici, on n'a pas le droit dans cette forêt. On n'a pas le droit de cultiver dans cette forêt. Il se trouve que dans le cas du Mont Péco, il y avait environ 30 000 personnes qui étaient dans cette forêt. Et sur ces 30 000 personnes, on estime que 90% de cette population était burkinabé. Et l'État ivoirien a évacué l'ensemble de ces populations. En tout cas, c'est le compte rendu qui nous a été fait, mais nous avons insisté sur quand même le caractère humain de cette opération d'évacuation de la population du Mont Péco. Et nous avons été entendus par nos amis et partenaires ivoiriens. Et donc, nous sommes tombés d'accord sur la mise en place d'un comité conjoint qui va essayer de faire une évaluation. Et cela va se faire par une mission conjointe des deux pays qui vont se rendre sur place autour du Mont Péco pour voir les populations qui sont sorties de la forêt. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces populations? Quel accompagnement faut-il avoir pour ces populations pour que le choc soit amorti de façon pas difficile pour les populations qui avaient des champs dans cette forêt, même si elles n'avaient pas le droit de s'y installer. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour avoir accepté donc, de venir sur notre plateau et répondre donc, à toutes ces questions. Voilà. Donc, nous recevions Monsieur le ministre en charge des Affaires étrangères du Burkina Faso, Monsieur Alpha Bari, et avec lui, il a été question donc des grandes conclusions du traité d'amitié et de coopération qui s'est achevé hier à Yamoussoukro entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. La suite du journal. Les travaux de rénovation du Cappuccino ont démarré ce matin. Le propriétaire de ce café, qui a été l'une des cibles des attaques terroristes du 15 janvier, compte rouvrir l'établissement le 15 janvier prochain. Des détails avec Issaka Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. Le Cappuccino de nouveaux lieux de vie. Voilà ce que Gaïtano, le propriétaire, espère en posant cette brique en compagnie du ministre Bonani. Avec le soutien du gouvernement, il s'est donné moins de 6 mois pour que ce lieu de recueillement laisse la place au café qu'il était. Car c'est le 15 janvier prochain, date anniversaire du drame, qu'il compte rouvrir. Je remercie les autorités de l'accompagnement qu'ils nous donnent pour réaliser cela et j'espère qu'on pourra tenir les délais. Après avoir réaffirmé le soutien du gouvernement, Maurice Bonani a tenu à rassurer. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour ne plus voir de tels drames. Le gouvernement, comme il l'a affirmé à plusieurs reprises, prend et continuera de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des biens et des personnes afin que nous puissions vaquer tranquillement à nos activités économiques. Mais pour cela, le gouvernement a besoin du soutien de vous tous. Au début de cette cérémonie, 1 minute de silence a été observée à la mémoire des hommes et des femmes qui ont perdu la vie dans ce café.
Du renfort pour les forces de sécurité et les forces armées nationales. Le groupement d'instruction des forces armées de Bobo-Dioulasso a présenté au drapeau son contingent 2015 au nombre de 1086. Les nouveaux soldats ont porté leur galon hier à Bobo-Dioulasso. Martin Zerbo, Moumouni Barou. Présentation du drapeau aux engagés du contingent 2015. Ils sont 1086 soldats prêts à défendre la nation après 6 mois de formation pour acquérir les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être d'un militaire. L'accent a été également mis sur l'éthique, la morale, l'endurance, bref, toutes les qualités qui font un bon combattant. La formation s'est très bien passée. Il y a eu des moments pénibles, mais on s'est en sorti à travers la solidarité et la discipline. Le commandement, durant la cérémonie, a exhorté les soldats à relever les défis sécuritaires qui demeurent une préoccupation majeure, tout en les félicitant pour avoir franchi les différents obstacles. Notre mission, en tout cas, c'était de les transformer de jeunes civils de bons soldats, de bons combattants et en de bons citoyens. Et aujourd'hui, en tout cas, nous sommes satisfaits en tout cas du niveau qu'ils ont atteint. Le Burkina est confronté un peu partout, comme les autres pays aussi de la sous-région, au phénomène aussi du terrorisme. Donc nous avons donc pris en compte cela en intégrant en tout cas un certain nombre de modules au niveau de la formation pour les réorienter afin qu'ils puissent être aussi aptes aussi à faire face aussi à ces nouveaux défis-là, ces nouvelles menaces-là. En plus des démonstrations, le défilé au son de la fanfare était aussi au milieu de la cérémonie. Une cérémonie au cours de laquelle civils et militaires ont eu l'occasion de fortifier le cordon ombilical entre les forces armées et la nation. Le ton a été donné hier par le ministre, ce matin, par le ministre en charge de l'environnement. 8 millions de plants seront mis en terre au cours de la campagne nationale de réforestation 2016. L'accent sera mis sur l'entretien des plants. Des détails avec Sie Dilaré Yen et Zalissa Sanfo. Tangasgo, à une dizaine de kilomètres de Kaya. Dans ce bosquet dénommé Bosquet de la jeunesse, le ministre en charge des questions environnementales met sous terre un baobab. Et c'est parti pour la campagne nationale de réforestation. 8 millions de plants, toutes espèces confondues, devraient être mis sous terre. Et cette année, la consigne est de rompre avec le système de reboiser pour reboiser. Cette année, il n'y aura pas de reboisement dissipateur. Ce n'est pas des randonnées, de caravanes, de pique-niques, où on se présente au ministère de l'Environnement avec des demandes. On veut des plans pour aller pique-niquer et mettre les plans. Non, nous disons, toutes les structures qui vont s'adresser au ministère de l'Environnement doivent avoir un contrat d'objectif. L'année prochaine, les mêmes associations reviendront pour demander encore des plans. En ce moment-là, on demandera à chaque association de déposer son bilan. C'est en pensant aux effets néfastes des changements climatiques que tous devraient planter. Et pour ceux déjà engagés, la cause est plus que noble. Planter les arbres, c'est comme si nous améliorons notre cadre de vie pour une meilleure vie. Parce que la vie, c'est la nature aussi. Un appel a été lancé ici pour que toutes les structures, les sociétés, ONG, organisations de la société civile, bref, que chacun puisse planter ou participer à la protection d'un arbre. Dans tous les cas, Nestor Bassière attend le bosquet de la presse. C'est un outil de performance et de bonne gouvernance financière. Les avantages du budget programme ont été expliqués aux députés membres de la commission des finances et du budget. La formation s'est tenue à Bobo-Dioulasso. Karim Ilboudo et Karim Sissé. Le budget programme devrait être une réalité à l'horizon 2017 dans l'espace UEMOA. C'est l'engagement pris par les pays membres de cette union depuis 2009. Et pour permettre au Burkina Faso d'être au rendez-vous, les députés membres de la commission des finances et du budget et les assistants parlementaires de la 7e législature sont ici à Bobo-Dioulasso en formation. Le rôle du député, c'est justement le contrôle de l'action gouvernementale. Pour contrôler l'action de quelqu'un, il faut comprendre bien ce qu'il fait. Si les députés ne connaissent pas, ne comprennent pas ce que c'est que le budget programme, le contrôle sera difficile. La session de formation vraiment vient à propos pour
pour donc permettre aux différents députés de comprendre donc ces réformes. Pendant 3 jours, les participants vont échanger autour des thèmes tels que la gestion axée sur les résultats, la performance du budget programme et le renforcement du contrôle parlementaire. Désormais, avec le budget programme, il y a un certain nombre de documents qui permettent en fait une meilleure lisibilité, un meilleur contrôle de l'action gouvernementale par, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. Au sortir de cette rencontre de Bobo Dioulasso, les députés membres de la Commission des finances et du budget et les assistants parlementaires devraient être mieux outillés sur les enjeux du budget programme. Réunis à Dakar pour le lancement de la deuxième phase du programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural, les ministres en charge de l'eau de l'espace UEMOA se sont engagés à accompagner les acteurs dans la mise en œuvre du programme. Plus de 69 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la réalisation de ce programme. Des détails avec Jean-Eudes Bayala et Monkoun Dabiré. Les ministres en charge de l'eau de l'UEMOA ont réaffirmé leur volonté de faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement une priorité de l'espace communautaire. Ils se sont engagés à prendre les dispositions pour la réalisation du projet. Les participants ont par ailleurs formulé des recommandations à l'endroit des acteurs en vue d'une bonne exécution des travaux. Les ministres ont exprimé leur satisfaction sur les résultats de la réunion et ont félicité la commission de l'UEMOA et la Banque islamique de développement pour cette initiative visant l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6 relatif à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Le programme sera exécuté par des unités nationales de gestion avec l'accompagnement technique des ministères en charge de l'eau. Et les États recevront chacun une allocation de 7 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement, exception faite de la Guinée-Bissau qui, elle, sera entièrement financée par la commission de l'UEMOA. Ces 7 milliards vont nous servir à réaliser environ 20 000 latrines, toutes natures confondues, à réaliser 120 forages équipés de pompes à motricité humaine et à réaliser 19 AIPS. Les ministres ont souhaité que soit initiée une 3e phase du programme pour prendre en compte le maximum de populations en milieu rural. Ils ont en outre exprimé le désir de voir la coopération BID-UEMOA s'étendre à d'autres secteurs de développement. La 11e édition de l'émission de télé-réalité Faso Academy a été lancée hier. 48 candidats vont rivaliser de talent pour la première place. L'artiste musicien Flobi, parrain de l'édition, a pris l'engagement de produire un académicien cette année. Ibrahim Koulibaly, Nathalie Savadogo. Le top départ de Faso Academy 2016 est donné ici, dans la salle de spectacle Jean-Pierre Gengani. Et ces 48 candidats venus des 13 régions du Burkina Faso qui vont rivaliser de talent. Plus de 2000 candidats ont été enregistrés et il reste à savoir quelle région remportera la finale de cette édition. Déjà pour ces 48 candidats qui ont été retenus, 9 à Ouagadougou, 6 à Bobo Dioulasso et 3 dans les autres régions, je vous dis, battez-vous, c'est maintenant que la compétition démarre. Le public venu nombreux pour soutenir les candidats apprécie déjà le niveau de cette année. Je trouve que cette année, les candidats, avec le peu qu'on a vu, ont assez déjà le poids. On les encourage beaucoup, que le meilleur gagne. Hortense Zida a, au nom du ministre de la Communication, encouragé tous les candidats. Je ne peux que, au nom de monsieur le ministre, souhaiter bonne chance à tous les candidats engagés et saluer l'engagement de tous les acteurs, surtout les membres du jury. Plusieurs grandes figures de la musique burkinabé étaient présentes dans cette cérémonie. Et l'artiste musicien Flobi, par ailleurs parrain de cette édition 2016, a promis de produire un académicien. Les premières manches éliminatoires débuteront ce samedi 30 juillet.
En sport, la 8e édition de Altitude Naouri a été remportée aujourd'hui par le Kenyan Francis Kipto. Il a bouclé les 21 km 447 en 1 heure 19 minutes et 9 secondes. Adama Giti, Mahamadi Wena. Le Kenyan Francis Kipto et le Marocain Khalil Lablak, vainqueur l'année dernière, étaient les super favoris de ce 8e Altitude Naouri. Et après le top de départ à la place Nemaro Depot, les deux athlètes ne tardent pas à confirmer leur supériorité. Le Kenya est à sa première participation, mais cela ne l'empêche pas de prendre la tête de la course dès la sortie de la ville. Il est suivi de Khalil Lablak. Les autres concurrents, notamment les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois, les Nigériens et les Burkinabés, essaient de s'accrocher à la cadence des deux marathoniens. Malgré une poussée de Lablak dans les derniers mètres juste avant l'ascension du pic, le Kenya tient bon et est le premier à atteindre le sommet du pic de Naouri après 1 heure 19 minutes 09 secondes. Altitude Naouri, l'esprit c'est de toujours faire mieux et je pense qu'on était confronté à un double défi. Le défi des moyens économiques, mais le défi aussi de la période. Ce n'était pas évident. Mais ne pas tenir Altitude Naouri en 2016, c'est manquer un engagement qu'on a pris avec la jeunesse africaine. Et cette année, nous sommes contents du niveau très relevé qui a vu deux ténors au sommet s'affronter, Khalil Lablak et Francis Kipto Kibi, qui se sont sérieusement fatigués en route. Le record de Altitude Naouri est toujours détenu par Khalil Lablak, auteur d'un chrono d'1 heure 17 secondes 41 l'année dernière. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.